Je sais pas si on va y arriver. Hein. Pourquoi ? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien du tout. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Julien Dupuis et nous allons parler d'un film qui nous tient un petit peu à cœur quand même, je pense. D'un réalisateur, je pense, qui nous tient à cœur. Un réalisateur qui nous tient à cœur, qui est Christian Duguay. Et nous allons parler de L'Art de la guerre, un film qui est sorti en 2000 avec Wesley Snipes. Alors, L'Art de la guerre, c'est un peu le gros film de studio de Duguay à l'époque, en tout cas. Qui sortait de pas mal de séries B et de films de moyen budget comme Contrat sur un terroriste. Et là, c'était vraiment pour lui la première possibilité de faire un film avec une grosse star de l'action et de montrer un peu ses capacités. Parce que c'était quand même une production moyenne, c'était pas non plus un très très gros budget, ça a été tourné au Québec, je crois, hein, d'ailleurs. C'est un budget, enfin en tout cas c'est affiché à l'époque à 60 millions, alors on sait pas trop, c'est Franchise Pictures, donc c'est un peu particulier, on va peut-être en parler un peu après, mais c'était une série de films qui se faisaient à ce moment-là, avec des producteurs qui étaient issus de chez Millennium, je pense que ça coûtait moins, mais le truc aussi, c'est que c'est un film qui a été fait très très rapidement, en fait, L'Art de la guerre. Donc tout ça fait que c'était pas pour reprendre le truc du jeu vidéo, c'était pas un triple A, un jeu vidéo, tu vois, c'est pas non plus la grande classe, mais c'est vrai que par contre c'est peut-être son plus gros budget, quoi, Christian Duguay, je sais pas, j'ai pas si on sort éventuellement de ce qu'il a pu faire pour la télé, mais à mesure de comment ça se fait, quoi. C'est particulier la télé, ouais. Donc Christian Duguay, c'est un réalisateur québécois qui est à la base... Enfin, c'est un personnage assez multiple. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai couru après Christian Duguay pendant assez longtemps, parce que c'était un peu notre marotte. Erwan Chaffio, avec qui je faisais un fanzine et avec qui j'ai commencé à travailler dans Starfix Nouvelle Génération. Puis moi, et on a couru après le mec et on a fini par le rencontrer à Cannes. Et par l'entremise de son producteur. Par l'entremise de Pierre David, qui était son producteur de ses débuts. Alors, je vais me permettre de détailler un tout petit peu ça, parce que je pense que ça peut éclairer son œuvre à venir, et puis surtout les qualités, en fait, du personnage. Donc Christian Duguay, un Québécois, c'est un amateur de sport extrême, ce qui est pas anecdotique du tout, en fait, quand on parle du mec. C'est un mec très 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 physique, et c'est à la base un opérateur caméra qui est formé avant tout au Steadicam, donc ce harnais de stabilisateur de caméra, mais aussi un type de grue dont j'ai oublié le nom, qui est une espèce de Luma, je crois que c'est la Génie ou un truc comme ça. Je crois que c'est une grue qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui en gros est une grue que tu pilotes, en fait, un peu comme la Luma, donc avec des manivelles et tout, et qui permettait en fait des mouvements de grue assez rapides, et puis surtout une mise en place très rapide, en fait, sur les plateaux. Et Christian Duguay a assez vite monté dans la hiérarchie des productions. Il avait bossé sur une série toute miteuse, peut-être que les gens de notre génération s'en souviennent vaguement, qui s'appelait Guillaume Tell, qui était diffusée sur FR3 à l'époque, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il avait commencé à réaliser, en fait, des épisodes là-bas, et effectivement il est tombé sous la coupe de Pierre David, qui est donc un producteur haut en couleur québécois, qui avait révélé, enfin en tout cas qui avait accompagné les débuts de David Cronenberg, et Christian Duguay s'est mis à réaliser Scanners 2 et 3. Ça, c'est au début des années 90. C'est ça, voilà. Et en fait, très vite, il s'est fait un petit nom, parce que c'était un mec qui avait une efficacité assez incroyable, en fait, sur les plateaux. Il faut savoir que c'est un gars qui est... Parce que nous, avec Sherwan, on essayait en fait, de passer par plein de biais différents pour le choper. Et du coup, on avait des échos, en fait, du mec à gauche, à droite. Et les échos étaient catastrophiques à chaque fois. Apparemment, les mecs qui bossaient avec lui le détestaient, parce que le mec impose un rythme de travail absolument harassant. Il est dur, hein, c'est quelqu'un de dur. C'est un mec très, très dur. Et l'intérêt, en fait, le truc avec Christian Duguay, qui est indissociable, à mon avis, de sa mise en scène, c'est que c'est un gars profondément physique. C'est-à-dire qu'il s'implique physiquement sur le tournage de ses films. Et notamment, il est opérateur caméra, du coup, de beaucoup de plans de ses films. Il est lui-même l'opérateur Steadicam et l'opérateur grue de beaucoup de ses films. Et du coup, il a une approche extrêmement viscérale qui se répercute dans ses films. C'est des films à la mise en scène, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Steph, mais il y a des velléités de mise en scène, on va en reparler dans L'Art de la guerre, qui sont assez précises. Et en même temps, il y a un truc un peu brut de décoffrage chez Christian Duguay. Il y a un truc où, par exemple, la fin d'un cadre est pas tout à fait parfaite. Tu sens que le mouvement est pas très beau et pas très bien fini, mais c'est pas grave. Je pense que c'est quelqu'un qui mise avant tout sur l'énergie. Et nous, quand il nous avait parlé de sa mise en scène, Duguay, notamment sur le travail
plans un peu de plans séquences en fait, notamment qu'il faisait au Steadicam. Il nous expliquait qu'il n'avait pas de plan préétabli en fait quand il arrivait sur un plateau. Que lui, ce qu'il aimait faire, c'est se promener avec son Steadicam ou avec son viseur en fait, avec les comédiens à l'intérieur d'un décor et sentir de façon un peu viscérale. Je crois qu'il avait sorti une analogie sur une limace, un truc comme ça. C'était un truc un peu bizarre. Il disait c'est comme une grosse limace, puis petit à petit tu sens comment elle se forme à l'intérieur du décor. Enfin, il avait un truc un petit peu. On sait pas ce qu'il y a de plus énergique, la limace. Mais non, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que tu le sens que c'est. Disons qu'il y a il sent une espèce d'énergie, à mon avis, dans ces plateaux. Ça fait un peu concombre, peut-être ce que je dis, un petit peu. Non, mais je pense qu'il joue à l'instinct, quoi. Voilà. Complètement. Et bon, bref, il a fait ses 2 premiers scanners. Il a fait cette Explosion immédiate, ce film avec. Un film avec Pierce Brosnan, un petit film d'action, ma foi, sympathique, quoi. Pas évidemment une série B, hein. Mais surtout en France, et ça, parce que c'était sorti, je crois, direct en vidéo en France. C'est ça, ouais, exactement. Par contre, en France, surtout le film qu'il a un petit peu fait connaître, on va dire, auprès des cinéphiles, c'est Planète Hurlante, donc une adaptation assez. Qui est peut-être un de ses meilleurs films, un de ses 2-3 meilleurs films. Vraiment une petite série B, mais vraiment bien foutue pour le budget qu'il avait. Adapté de Philippe Cadic. Voilà. Et après, ensuite, il a fait Contrat sur un terroriste, The Assignment, qui est clairement son meilleur film, sur le terroriste Carlos. Qui est pareil, en fait, une économie de série B, mais vraiment très très énergique, très très bien pensée, et surtout très très bien racontée, en fait, finalement. Compliqué à raconter. Et ce qui est intéressant chez Duguay, dès cette époque-là, enfin même dès Scanners 3, je crois, c'est que il y a un truc signature chez lui, c'est qu'il commence toujours ses films avec un plan séquence, en général au Steadicam, mais pas toujours. Et donc, notamment dans Contrat sur un terroriste, t'as un premier plan séquence qui est assez étonnant, quoi, qui a probablement dû très mal vieillir. Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas vu via Segment, mais je pense que ça a très mal vieilli, mais c'est pas grave, l'idée, elle est super. Et il y a un autre truc qui est intéressant chez ce mec-là, c'est que très vite, il s'est interrogé aussi sur les technologies numériques. Et mine de rien, dans le courant des années 90, disons à la fin des années 90, début des années 2000, des réalisateurs qui recherchaient à inclure le numérique, les trucages numériques à l'intérieur de leur mise en scène, il n'y en avait pas tant que ça. Et lui, il réfléchissait bien. Et ça allait de choses qui lui permettaient justement de pousser un peu ces plans séquences ou certaines technologies de plans ou le dynamisme de certains plans. Et il y a ça aussi dans l'art de la guerre. Je pense à un moment... il le pousse un peu plus loin, même. Un peu plus loin, ouais. Mais tu vois, par exemple, il y a ce plan, il y a un travelling avant sur le logo des Nations Unies, en fait, avec qui sont gravés sur une plaque en verre, comme ça. Et en fait, ils ont rajouté un flingue en numérique. Et en fait, le travelling avant... À la fin, tu veux dire à la fin, et le travelling avant, en fait, est synchronisé avec l'explosion du verre. Et en fait, avec le flingue numérique, tu as l'impression que c'est le flingue, en fait, en tournant comme ça, qui est en train d'exploser le truc. Du coup, c'est un plan assez joli, c'est assez sympa, quoi. C'est ce qui est censé se passer dans la séquence. Hein. Oui, c'est ça. C'est le flingue qui fait... Mais disons que le cadre et le dynamisme du plan est permis aussi par le numérique. Et dans Contrat sur un terroriste, il y avait un truc qui était assez neuf à l'époque. Et d'ailleurs, le plan est assez encore très efficace. Tiens la route, c'est clair. Et c'est pas toujours le cas dans les plans. Non, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, la problématique, je pense, de quelqu'un comme Duguay, c'est qu'il est plus généreux que ses budgets. Exactement. Voilà. Et donc le truc, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, par la force des choses, puisqu'il a essayé des choses qui étaient à l'époque inédites. Nous, à l'époque, quand on les a perçues, c'est-à-dire, on s'est dit putain, le mec, il essaye vraiment quelque chose, c'est super, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, comme tout est plus ou moins possible et avec un moindre budget. Je pense que ces effets-là, en fait, on voit pas la technicité que ça pouvait avoir à l'époque. C'est ça, puis surtout l'idée, encore une fois. C'est sans ça que ça vieillit. C'est ça, exactement, c'est sûr. Puis il faut se replacer. C'est là où il faut faire un effort quand on revoit l'art de la guerre, mais tous les autres films de Duguay, notamment via Segment, c'est qu'il faut les replacer dans le contexte. Par exemple, dans Via Segment, moi je me souviens très bien, c'est parce que c'était MacGuff qui avait fait le plan, qui est une société française, mais il fallait qu'il tourne une explosion de voiture dans une ruelle à Paris. Et ils pouvaient pas, en fait, parce qu'ils voulaient une explosion très très forte, en fait, Duguay. Et du coup, ils avaient fait une explosion sur une miniature à part, toute peinte en noir, et ils avaient incrusté les flammes sur une vraie voiture, en fait, qu'ils avaient animé un tout petit peu en 2D, juste en découpant, en fait, la voiture, le capot, etc. Aujourd'hui, si vous vous intéressez un tout petit peu à la technique du cinéma et aux effets spéciaux, c'est assez commun, ce genre de choses et tout. À l'époque, je peux vous assurer que tout le monde ne pensait pas à ça. Tous les réalisateurs ne pensaient pas à ça, hein, du tout. Et ça fait partie de la plus-value de Christian Duguay. Par contre, c'est vrai qu'entre
ce désir d'en offrir plus que le budget ne lui permet de proposer. Voilà, je me suis lancé dans une phrase infernale. Quoi. Et là, j'ai eu très peur. Hein. Je me suis dit, mais dans quoi, qu'est-ce que va devenir ma phrase? C'était terrible. Mais je suis retombé sur mes pattes quand même. Bah ouais, en précisant, tu analyses ta propre phrase en disant, putain. Donc tu voulais dire quoi exactement? Parce que là, en fait, t'as complètement annulé la phrase. Non, mais alors d'une part, c'est vrai qu'il y a un truc, il y a deux trucs en fait chez Duguay. C'est que il y a effectivement le fait que le mec n'a pas les moyens de ses ambitions, ce qui est une phrase plus simple et plus intelligible, je pense. Et il y a ce côté un peu brut, c'est-à-dire ce truc où l'énergie, je pense, chez Duguay, le nombre de plans, l'énergie et tout, prime sur tout le reste. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est du cinéma qui se douche pas tous les jours, quoi. Enfin, ils sont un peu sous les bras. Il y a un truc un peu cracra, quoi, dans son cinéma, mais qu'il faut surmonter parce que voilà, c'est pas du Fincher, quoi. Après, là, on a choisi de parler de l'art de la guerre parce que c'est spécifiquement vraiment un film d'action. Carrément, ça c'est voilà, totalement... et on a fait une grosse intro sur Duguay pour expliquer qui est le bonhomme parce que ça vaut peut-être effectivement le coup de resituer en fait qui c'est pour parler du film. Parce que voilà, je pense que dans les mains d'un autre cinéaste, ça serait clairement un film dont on se foutrait complètement. Complètement, c'est clair. J'en veux pour preuve que c'est le scénariste de Meurtre à la Maison Blanche, un autre film avec Wesley Snipes, et Meurtre à la Maison Blanche qui est réalisé par Dwight Little, qui est, bon, ma foi, un cinéaste assez sympathique. Hein. Moi, j'aime bien Désigné pour mourir et Rapid Fire, ce sont des films sympas. Mais bon, c'est un faiseur, on va dire. Alors que la distinction peut-être avec Christian Duguay, c'est que c'est un shooter. Donc clairement, c'est quelqu'un qui, tu lui donnes un script, il le shoot. Il va pas vraiment le repenser, le reconnaître. Par contre, il va lire entre les lignes du scénario et apporter une vision qui va fonctionner pour certaines séquences, en tout cas. Peut-être pas dans l'ensemble, et c'est un peu le problème, je trouve, de l'art de la guerre. Mais sur des points, par contre, on va dire une série de 6, 7, 8 grosses séquences. En fait, il va affirmer son point de vue et sa personnalité. Complètement, ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et voilà, donc sur ce film-là, alors, on résume peut-être vite fait l'histoire. C'est un agent spécial des Nations Unies, secret des Nations Unies, en fait, qui agit en fait pour faire basculer les négociations en général d'un pays à l'autre, en fait, dans les comment t'appelles ça dans les négociations que peuvent avoir les Nations Unies quand il s'agit de faire des traités économiques, ce genre de choses, etc. etc. Donc c'est un espèce de James Bond-like, voilà, qui se retrouve en fait piégé dans une tentative d'assassinat, enfin pas dans une tentative d'assassinat, dans un assassinat, et en fait il est accusé à tort. À tort, voilà. Et donc en fait c'est une course-poursuite, et il veut démontrer qu'il est innocent. Donc c'est un pitch assez bateau, et lui, en fait, Duguay l'avait accepté notamment parce que lui voyait... alors ça fait un peu rigoler quand tu vois le résultat final, mais lui, sa référence, c'était 3 jours du Condor. Il voulait faire ça, en fait, initialement. Et puis je pense qu'il y avait aussi un truc complètement évident, en fait, quand tu vois ça, c'était une volonté de faire un truc à la James Bond. Enfin, dès la séquence d'ouverture, c'est sûr. Et pour lui, d'ailleurs, ça fait un partie de trucs qu'on mal vieilli. Hein. Les gadgets de l'art de la guerre, ils sont un peu vénères aujourd'hui, quoi. Mais... Oui, mais en fait, le truc, bon, après, t'en as très peu. Hein, finalement, pour le coup, le terme est étrange, en fait, quand tu regardes le film, parce que ça se voudrait, je pense, un James Bond plus réaliste qu'un James Bond tel qu'on l'entend, évidemment. Parce que je pense que la plupart des gens, quand tu regardes James Bond, ils pensent à Roger Moore ou à ce genre de choses, quoi. Et en fait, ça, c'est pas ça, hein, le film. Mais par contre, le truc, c'est que je pense que c'était sa volonté à lui, et c'était la volonté aussi de Wesley Snipes, de faire un James Bond-like. Voilà, je pense que Snipes voulait s'inscrire aussi à ce moment-là. Alors, pour repréciser, c'est pour ça que je pense aussi que c'était un gros budget quand même, en tout cas pour Duguay, c'est que Snipes venait de sortir du carton de Blade. C'est une prod à lui, c'est lui qui produit le film, l'art de la guerre. Et voilà. C'est un des problèmes que Duguay a eu sur le tournage, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que là, on parle de l'époque aujourd'hui bien révolue, quoi. Ça semble bizarre de dire ça, mais où Wesley Snipes c'était quand même hyper puissant, quoi. Apparemment, il y a eu notamment des tensions avec Jeff Ward. Si un jour vous faites un story sur Wesley Snipes, il faudra parler de Jeff Ward, qui est donc son... On a déjà fait un story sur Wesley Snipes. Oui, c'est vrai, avec Blade 2, mais c'est plus sur Del Toro. Enfin bref, on va pas débattre de ça aujourd'hui. Mais Jeff Ward, qui était le mec qui le doublait, en fait, mais qui était aussi son chorégraphe de combat, qui était aussi souvent réalisateur de seconde équipe sur les films de Wesley Snipes, et avec qui...
Alors, c'est bizarre, c'est un personnage curieux, Jeff Ward, parce qu'on n'a pas trop d'infos sur lui. Il donne quand il donne des interviews, elles sont très promo, moi je trouve en général. Mais tu sens que c'est un mec, c'est un des facteurs de chaos sur les tournages de Snipes à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est avec lui que Donnie Yen s'était foutu sur la gueule sur le tournage de Blade 2. Et je crois aussi que Del Toro, ça s'était pas très bien passé avec Jeff Ward. Apparemment, il y a encore eu des tensions là-dessus autour de ce triptyque Wesley Snipes, Jeff Ward, Christian Duguay sur l'art de la guerre. Donc, Duguay, et je crois que Duguay, il est pas très très content en fait de ce film-là. En fait, je crois que c'est un film qu'il a pas. Après, il y a peut-être plusieurs raisons là-dedans. C'est-à-dire que en fait, le truc, c'est que c'est un film qui s'est planté aussi. Ça, il faut le préciser. Il y avait une attente autour du film, mine de rien, quand c'est sorti. En tout cas, pour les studios qui l'ont produit, il y avait la Fox notamment dessus et Warner qui l'a récupéré aux États-Unis en tout cas. Donc oui. Et puis c'était Wesley Snipes, c'est-à-dire que c'était une star de l'action. Voilà. Maintenant, le gros distinguo, et là, je pense que c'est là où c'est aussi important de le préciser, c'est qu'en dehors des Blade, on va dire, où c'est clairement en fait des films sur lesquels il a pu démontrer ses capacités à la fois en tant qu'action hero, en tant que bon comédien, voilà, parce que faut quand même aussi préciser ça. Snipes, c'est un bon comédien. Super comédien, et finalement, dans le cinéma d'action, on n'a pas tant que ça. Et surtout, en fait, un film qui tient à peu près la route, parce que la problématique de Wesley Snipes à cette époque-là, c'est que il s'est fait un nom sur des gros films d'action qui étaient Passager 57, Drop Zone, ce genre de films en fait qui sont quand même pas des super bons films, quoi, et en fait qui tiennent encore vraiment pas la route aujourd'hui. Quand tu les revois, ça ressemble vraiment à des produits des années 90. Ce qu'on peut pas enlever à l'art de la guerre, voilà, c'est que en fait t'as des vraies scènes d'action. Et t'en as un paquet en plus, voilà, ça arrête pas. Qui fonctionne vraiment bien, même si c'est dans un scénar de cousu de fil blanc. Bon, on va un petit peu spoiler, mais c'est vraiment pas un spoil, parce que je pense que si t'as vu 2 films et demi, tu le calcules en 2 secondes. Mais quand tu sais que le personnage de Michael Biehn, en gros, disparaît au début du film, alors que c'est censé être son pote, et vu la façon dont il est présenté, tu sais très bien que c'est le mec qui lui court après dans le reste du film. C'est pas et ça met quand même 1h30 à arriver. Donc quand Snipes se retrouve avec la révélation du truc, tu te dis, mais c'est bon, enfin voilà, tu vois, on l'avait vu arriver. C'est ce genre de truc en fait que Duguay, mine de rien, en fait, finalement, tu t'en fous. C'est-à-dire qu'il a réussi à dépasser ce cadre, ces problématiques en fait de scénar où les mecs pensent qu'ils sont plus malins que le spectateur, alors que pas du tout, quoi. Et l'intérêt est ailleurs en fait. C'est-à-dire que très souvent, il y a comme tu le disais tout à l'heure, il y a une scène d'action, un petit concept, une petite idée derrière, un petit truc qui va changer, qui va te dire, ah mais putain, le mec il a réfléchi à ça, puis surtout il a de l'idée, puis il a de l'envie. Il y a plein de petits trucs en fait là-dedans, et il y a cette générosité aussi dont on parlait, et ce côté aussi un peu crade. C'est-à-dire que le film, moi c'est ça aussi que j'aime bien chez Duguay, c'est que là où souvent des caméras auraient plutôt tendance à se détourner, tu vois, à être un petit peu sur la retenue, bah lui il y va plein pot, il te filme plein pot le truc, quoi. Notamment sur le cargo des immigrés clandestins au début, où alors il y a des quand les mecs ils se prennent une balle dans la tête, bah Duguay il te fait un gros plan sur la balle dans la tête, il en a rien à faire de ça, et quoi. en plus avec des personnages féminins, avec des voilà, mais ce qui est en fait finalement, c'est pas De Palma non plus, on va dire, mais le truc par contre c'est que ça a un mérite en fait là-dedans, c'est-à-dire que par exemple si tu veux ce truc en fait, la façon dont traiter les immigrés asiatiques ou ce genre de choses, au moins il a le mérite de vraiment mettre une lumière dessus. C'est-à-dire que c'est ce que tu peux pas enlever aussi au film, quoi. C'est-à-dire que en gros, il le traite de manière frontale. Et c'est un peu le truc en fait finalement que je trouve très intéressant, parce que là on va peut-être un peu rentrer dans son fonctionnement de mise en scène. T'as parlé un peu des plans séquences, ce genre de choses, mais c'est quelqu'un en fait qui a une croyance en fait dans le cinéma. C'est-à-dire que il a beau être comment dire, effectivement aller à l'instinct, il a beau filmer, et moi je trouve en fait voilà de façon assez virtuose, hein, finalement, comme encore une fois peu de cinéastes du cinéma d'action peuvent se targuer de l'avoir fait, quoi. Avec après sa carrière d'après, il y a pas mal de films à problème, hein. Ça reste un mercenaire et il s'est perdu un peu là-dedans, quoi, voilà. c'est sûr. Mais dans ce film-là, il y a encore quelques idées qui le poussent vraiment à un truc un peu terminal. Il y a cette scène par exemple qui est une pure scène de cinéma, c'est-à-dire elle ne peut pas fonctionner sur le papier. C'est-à-dire sur le papier. La scène des miroirs. Voilà, si tu réfléchis à cette scène en fait sur le papier, hein. elle est ridicule en fait. C'est le type qui l'a écrit, tu te dis ça peut pas marcher. Mais parce que Snipes comprend une chose en se posant des questions, tu vois. Et du coup en fait Duguay utilise en fait la séquence des miroirs. Alors en fait il va voir une de ses collègues qui vient de se faire tabasser, et en fait il la voit en train de se faire tuer.
elle se fait tabasser en étant avec son crâne qui est fracassé en fait contre une série de miroirs, contre un mur en fait un peu comme dans les salles de danse en fait, un mur rempli en fait parsemé, tapissé de miroirs. Voilà. Et le truc en fait qui se passe, c'est que donc il la voit se faire tuer juste devant lui. Il se débarrasse en fait du tueur. Mais il est venu récupérer une information, en fait, une petite micro-carte, un truc comme ça. Sauf que il le sait pas à ce moment-là, en fait, qu'il est venu récupérer ça. Donc, en fait, il la voit. Il y a toute une scène, j'ai envie de dire, d'intensité émotionnelle, on va dire, même si, encore une fois, c'est pas un personnage sur lequel on va s'apitoyer forcément. Non, mais ça marche, longtemps, en fait, dans voilà. cette séquence. Et en fait, du coup, il repense la séquence à laquelle il n'a pas assisté. C'est-à-dire, il revoit la scène de torture de la fille, la scène de tabassage, et c'est là en fait qu'il récupère. En fait, c'est là qu'il comprend comment récupérer l'information qu'il est venu chercher. Sur le papier, ça n'a aucun sens. Mais par contre, en fait, la façon dont il va jouer avec la séquence, c'est justement une manière de te montrer que le personnage non seulement réfléchit, ce qui est quand même, encore une fois, assez rare dans le cinéma d'action, en fait, de montrer un personnage d'action qui réfléchit. Et qui réfléchit dans une espèce d'action. C'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est dans le mouvement et tout, il n'y a pas un seul dialogue. Avec un regard entre les lignes, avec ce que le spectateur sait. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il y a une connivence entre ce que le personnage ne sait pas, ce que le spectateur sait, et finalement pour faire passer la chose. Et du coup, c'est une vraie séquence de cinéma, dans le sens où, en fait, en gros, elle ne peut passer que par le langage du cinéma. Totalement. Il y a une autre scène, moi, qui me fait penser, ça m'a fait penser à une autre scène aussi, qui est la scène de poursuite à pied, qui a été un peu à l'époque, un classique après Seven. Post-Seven, voilà, personne n'a... Et d'ailleurs, même si la scène est super, ce n'est pas Seven, évidemment. Non, alors, déjà, c'est pas Seven, puis tu sens qu'il y a encore là, il y a l'influence de Seven, les scènes à pied sous la flotte urbaine, voilà, quoi, je vous fais pas un dessin. Sauf que le truc de l'art de la guerre qui est hyper intéressant, c'est qu'elle revient 2 fois en fait cette scène, et que la deuxième fois elle revient avec l'écho visuel avec les deux mêmes personnages. Les deux mêmes personnages, et la deuxième fois elle revient avec un écho de la première scène en fait. Et c'est pareil, le personnage de Wesley Snipes réfléchit dans l'action en fait en faisant ce truc là. Et c'est en plus une scène où ça va de soi, vous l'aurez compris de vous-même, mais il y a beaucoup de steadicam en plus dedans, donc il y a vraiment pour le coup la patte de Duguay en fait qui est complètement là quoi. Et elle est chouette cette scène, elle est vraiment, même là encore elle fonctionne vraiment très très bien. Il y a plein de petits trucs comme ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, on va insister peut-être sur ce point, c'est un cinéaste de série B, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il va prendre à droite à gauche c'est craspec, c'est pas, il n'y a pas d'éthique, grande éthique en fait. Mais ce que j'entends aussi par là, c'est qu'en fait il va prendre des choses à droite à gauche qui sont des limites de la logique. Alors c'est un peu difficile de préciser ça dans un gros budget, mais du cinéma d'exploitation, c'est-à-dire que par exemple il y a des petits effets sous Matrix en fait, si tu veux, dans le truc. À la fin, mais il trouve toujours un truc pour les rendre finalement cool. C'est-à-dire que par exemple, en fait, tout bêtement, moi en revoyant le film, on l'a revu là pour enregistrer cet épisode, en revoyant le film, en fait, j'aime bien ce truc où d'un seul coup les mecs se retrouvent en face à face, un truc à la John Woo, tu vois, où ils sont dos à dos comme ça. Et voilà. Et en fait, tout simplement, en chorégraphie, ils n'arrivent pas à savoir, en fait, parce qu'ils sont vraiment dos à dos comme ça, et en fait, ils repartent dans le mouvement. Et mine de rien, c'est aussi ça le cinéma d'action, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, en fait, le mouvement des personnages, c'est aussi ce que tu as envie de voir, tu vois. Et des fois, juste un coup de latte bien cadré, c'est hyper excitant, quoi. C'est ce que surtout lui fait, en fait. des personnages qui se réalisent dans leur mouvement, quoi. C'est ça le truc aussi, qui te raconte le mouvement et leur positionnement l'un à l'autre raconte quelque chose. Ça a l'air bête, hein, mais c'est vrai que du coup, cette relation qui est hyper basique entre ces deux personnages-là et tout, mais n'empêche, elle est nourrie par ça. C'est-à-dire que quand tu vois cette scène justement de flottement dans ce duel final, et puis aussi, mine de rien, la scénographie de la scène, c'est-à-dire la façon les deux gars en fait sont coincés dans un couloir. Donc c'est vachement bien parce que d'une part, tu comprends la topographie, elle est hyper... Mais ça, c'est toujours simple. Le cas avec Duguay. Pour le coup, je trouve, à part les films d'après, peut-être des extrémistes ou ce genre de choses, c'était carrément le bordel. Problème. On va peut-être en parler un tout petit peu, on terminera peut-être vite fait là-dessus. Non, terminer sur des extrémistes, ça serait quand même moche pour Christian Duguay. Non, mais il faut dire quand même ce qu'il est devenu, quand même, le mec. Enfin bon, bref, peu importe. Mais je finis là-dessus. Donc, tu as une scénographie qui est hyper simple et qui nourrit en fait le truc. Si tu veux. Même dans la finalité, en fait, de ce duel-là, alors je vais pas le révéler aux gens, mais où ça se termine. Pourquoi ça se termine à ce moment-là et qu'est-ce que ça dit de la révélation qu'il va y avoir, de la façon dont on s'expose au monde, mine de rien, ça fait sens. Aussi con soit le scénario, aussi basique soient les personnages, le mec arrive à transmettre ça par cette action-là. Pour moi, ça, c'est un réalisateur d'action hyper respectable. Il remplit plus que la part de son contrat, quoi.
Voilà, alors pour résumer donc un peu sur l'art de la guerre, faut quand même préciser qu'il faut pas s'attendre non plus encore c'est pas un chef-d'œuvre, plus forte raison aujourd'hui, parce qu'en fait il y a vraiment des tropes de ces genres-là en fait qui ressortent de façon beaucoup trop évidente aujourd'hui dans le scénario, ce qui était peut-être moins le cas à l'époque dans les années Puis 2000. Le film a vieilli techniquement, il y a plein de trucs qu'on vit, il y a des incrustations dégueulasse qui passait déjà mal à l'époque, mais alors là, c'est encore pire. Tu penses à quoi? Tu penses le au plan début, de la nana avec les notamment, Nations Unies puis- ou le plan Non, qui ça ressort, va là. encore. Non, je pense au début là, surtout là, le truc sur le toit et tout. Il y a des moments là, c'est Oui, vénère. mais les idées de plans sont tellement Sont chouettes. sympas, et puis en fait, ouais. surtout, tu les vois plus. Même aujourd'hui, tu vois plus ce genre de plan. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est qu'ils sont pas pensés de cette manière-là, en fait. Donc du coup. Quelque part, ils retiennent une certaine. Encore une fois, c'est vraiment très spécifique à lui, ce genre de choses. Ouais, quoi. complètement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, alors, c'est vraiment une série B. Je pense que ça intéressera surtout les gens qui aiment plus que le fait qu'on leur raconte une histoire, ils aiment comment on va leur raconter l'histoire. C'est ça le truc, voilà. quoi. Et je sais que nous, c'est ce qui nous a un petit peu, émoustillé à l'époque, et ça fonctionne encore aujourd'hui, je trouve. Complètement. Ouais. Et moi, c'est un mec qui me manque un peu, hein, Christian Duguay, juste pour terminer clairement, là-dessus, ouais. parce qu'on a planté un peu le début. Je pense quand même que il faut dire ce qu'il est devenu après. Après, il a fait beaucoup de téléfilms et tout. Il s'épanouissait un peu plus là-dedans. Il a fait un Jeanne d'Arc avec Lily Sobieski. Voilà, il par a exemple. fait un Hitler avec Robert Carlyle. Exactement. Et c'est probablement des trucs en fait que les spectateurs ont pu voir sur TF1 parce que c'est des films qui ont été récupérés à cette époque-là. Et avec tous les impératifs connus de ça, donc c'est forcément beaucoup moins satisfaisant. Il a tourné en France aussi. Et il y a eu cette aventure de vie extrémiste qui est un film tragique en fait dans sa carrière, parce que c'était un film qui lui c'était un peu le film de sa carrière, c'est-à-dire que c'était un film qui réunissait à la fois le cinéma et donc les sports de l'extrême. Il s'était beaucoup investi en fait en pré-production, et il y a le producteur allemand, je crois, qui avait porté en fait le film à bout de bras, qui est mort tragiquement en fait à quelques jours du début du tournage. Le film a été repris, alors si ce n'est par le studio, en tout cas par les compagnies d'assurance, je sais plus, un des deux. Il a été réécrit en permanence pendant le tournage. Duguay était lui-même complètement, je crois, déprimé en fait par la perte de son ami. C'était un ami proche, hein, ce producteur, pour lui. Et du coup, ce qui était un peu son projet chéri, qui aurait aussi permis de le porter un peu plus sur le devant de la scène, c'était un peu sa seconde chance après l'art de la guerre. C'est révélé être une catastrophe totale. Ça a très très mal fonctionné. Et ça le film est pas bon. Hein, le film est une catastrophe, hein, d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, le mec se retrouve à faire. Je crois qu'il a fait un Belle et Sébastien. Il a fait un sac de billes. Il a fait des trucs comme ça en France. Japlou. Un film avec, oui, c'est ça, avec Guillaume Canet. Voilà, Japlou qui a un truc sur les chevaux et tout. Et c'est dommage. Moi, quand je l'avais rencontré pour terminer avec ça, comme j'ai ouvert là-dessus, le gars avait des rêves de grandeur. Il voulait faire un truc à la Seigneur des Anneaux. Je me souviens à l'époque, il y avait Dick Ferrand, qui est un Suisse qui fait des très beaux matte painting, qui faisait beaucoup de peintures conceptuelles. Crash McCrary avait fait des peintures conceptuelles dessus. Et moi, j'avais vu la bande démo en fait pour son film, qui était surréaliste parce que tu le voyais sur le tournage. Et je terminerai sur cette image parce que je trouve qu'elle est édifiante en fait sur le personnage, où tu le voyais sur le tournage, je crois, Jeanne d'Arc. Et le mec était sur un cheval au galop en train de faire du steadicam. Et quand tu vois ça, franchement, le personnage, il est attachant, quoi. Je ne sais pas si vous êtes monté sur un cheval au galop. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de porter un harnais steadicam. Mais c'est terrible. Enfin, je ne sais même pas comment. Alors, les deux en même temps. On peut faire ça. Et moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, c'est un mec que j'aime bien. C'est un mec qu'on aime bien, de toute façon, voilà. dans l'absolu, quoi. Merci Julien. Merci Stéphane. Merci à vous Alain. tous. Merci Alain à la technique. Merci Alain. Alain Mercier. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, comme je le dis à chaque fois, Instagram, Facebook, Twitter. Et puis vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur notre site capturemag.net. Et moi je vous dis à la prochaine fois.